Merci, cher professeur. J'ai envie de vous poser une question. Alors, je ne sais pas à quel spécialiste je vais m'adresser parce que vous avez de nombreuses casquettes. Alors, je vais vous en poser deux. La première question, c'est est-ce que vous pensez que le développement durable peut conduire à restreindre la liberté, à faire évoluer les choses vers un État un peu dictatorial à force de réglementer? Et la deuxième, je vais m'adresser à la spécialiste d'analyse économique. Est-ce que vous pensez que dans le long terme, le développement durable peut devenir un critère d'investissement économique au sens du taux de profit, au sens du nationalisme des Canadiens face au capitalisme américain? Alors pour la deuxième question, je pense que vous allez demander à votre voisin. Pour la première question, ce qui est très marquant, c'est qu'on voit se mettre en place peu à peu aujourd'hui, au nom des atteintes à l'environnement, ce que j'ai envie d'appeler des dictatures vertes, comme on nous a fait au XXe siècle au nom des injustices sociales, le coup de la dictature du prolétariat. Donc il faut faire très attention à cette mise en avant, à ce verdissement, qui est un verdissement qui est souvent synonyme de retour en arrière ou de condamnation du progrès. Maintenant, sur la deuxième question, si vous voulez bien, vous savez, je crois une personne infiniment plus compétente que moi, donc je vous propose de répondre. Francis, tu es condamné à répondre. Oui, alors. Oui, il était tranquille, il se disait, bon, c'est plus moi, là. La question est est-ce que le développement durable peut devenir un critère économique, au sens où le taux de profit marxiste, enfin tu vois l'analyse, et puis aussi certains économistes canadiens ont considéré à une certaine époque que les États-Unis avaient trop d'impact, trop d'importance dans leur économie, et que le critère de la nationalité économique pouvait être un critère d'investissement. Alors d'abord, je crois profondément qu'une des erreurs, vous l'avez très très bien souligné, c'est de penser que la technologie est à la fois est uniquement la cause du problème. Je pense que la technologie est aussi le remède au problème et que là, il y a une source formidable de développement, c'est de régler le problème aussi par la technologie. Et je vous assure que dans tous les métiers, que ce soit l'énergie, que ce soit l'aviation, que ce soit tous les autres métiers, c'est la technologie qui est la réponse. Alors, ceci dit, je pense que c'est une première partie de la solution, c'est qu'à partir du moment où la technologie est la réponse, il y a un formidable progrès de développement. Ce que je voudrais dire d'ailleurs, c'est que il y a une prise de conscience des marchés, même si les États, et moi je crois beaucoup à l'impulsion des États. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. La Californie, l'État fédéré, n'a pas attendu que l'État fédéral se prononce. La Californie est partie massivement sur la protection de l'environnement, sur les technologies protectrices de l'environnement qui créent un marché local et finalement elle précède en ce sens son propre État fédéral. Donc je crois qu'il y a une dynamique qui peut créer incontestablement des marchés. Alors après, ce que je crois aussi, c'est que je crois que les technologies sont assez universelles. Je ne crois pas que les technologies viennent d'un État plus que d'un autre, etc. Je pense par exemple que l'Europe, personnellement, a une chance formidable. Et je dirais même que l'Europe est en avance sur les États-Unis. Quand vous parlez à l'industrie américaine, elle considère qu'il y a en Europe, premièrement, une prise de conscience et deuxièmement, des approches de solutions qui sont très en avance sur le reste du monde. Et je crois que si l'industrie européenne sait mettre en avant ces avancées, elle peut reprendre un leadership dans bien des domaines. Merci. D'autres questions? Oui, Olivier Servère-Lorenzé, Centre hospitalier sud-francilien. J'ai cru comprendre au travers de votre exposé que vous nous invitiez quelque part à déculpabiliser et en tout cas, et je m'en réjouis, à avoir une certaine foi en l'homme, à maîtriser la technique, le progrès pour protéger la nature. Et dans cet état d'esprit, ma question est la suivante. Que pensez-vous du protocole de Kyoto qui consiste notamment à introduire une conception très économique du développement durable, avec en particulier les possibilités de racheter des droits à pollution? Bon, alors, je suis un peu gênée par le protocole de Kyoto. Je rappelle donc, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait du protocole de Kyoto, que le protocole de Kyoto a été mis en place en 1997 et qu'il consiste à demander à 38 pays développés, les pays en développement ont été exclus de son application, du moins pour le premier protocole de Kyoto qui va jusqu'à 2012, de ramener leurs émissions de gaz à effet de serre au niveau de 1990, avec des objectifs qui sont évidemment variables suivant les pays, puisque un certain nombre de pays, dont la France par exemple, avec le nucléaire, a des objectifs qui sont beaucoup moins difficiles à remplir que l'Allemagne, la Russie. Alors non, pas la Russie justement, parce que la Russie est
était en tel effondrement économique que finalement ces objectifs à remplir, ils sont déjà remplis. Alors pour inciter alors il faut dire aussi quelque chose, c'est que George Bush en 2001 a refusé de ratifier le protocole de Kyoto en disant que le mode de vie des Américains n'était pas négociable. À la suite du gouvernement américain, l'Australie et je crois le Canada se sont aussi tenus en dehors de l'application du protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto comprend notamment un système auquel vous avez fait allusion, qui est le mécanisme de développement propre, qui permet à des entreprises ou à des États ayant une forte charge polluante, de pouvoir se racheter une virginité environnementale, si je puis dire, en finançant des projets dans des pays du Sud ou en achetant des droits d'émission à des pays qui ne les utilisent pas, soit parce qu'ils sont très peu développés, soit parce que, comme la Russie, eh bien, ils sont en retrait par rapport à leur niveau de 1990. L'idée, c'était effectivement que le marché allait permettre, en donnant un coût à l'émission, à l'émission de la tonne de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les GES, eh bien de financer, de favoriser à la fois la recherche d'économie propre et de permettre un équilibrage des rejets. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que comme souvent, il y a des dispositions environnementales qui sont prises sur le plan international qui se veulent vertueuses, et puis l'application nationale se heurte au poids des rapports de force, au poids des lobbies, et les attributions d'émissions de gaz à effet de serre aux différents émetteurs ont été tellement généreuses que le prix de la tonne s'est effondré. Et donc, du coup, les mécanismes incitatifs ne fonctionnent plus, tout simplement parce que investir pour un chef d'entreprise dans des processus propres ne peut pas être... Alors, vous allez... Oui, alors allez-y, parce que vous vivez ça au quotidien. Je voudrais apporter un exemple, merci Madame Baudin, un exemple très vivant de ça. On sait tous qu'il y a actuellement des réserves pétrolières alors qu'on estime entre 40, 50, etc. Ça peut être 100 ans, j'en sais rien. Mais on sait qu'il y a 250 ans de réserves de charbon. Beaucoup de pays européens ont une disponibilité énorme de charbon, je pense à la Pologne ou à l'Allemagne. On travaille actuellement sur des systèmes de gazéification intégrés du charbon. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait? On transforme le charbon sur le site d'extraction en gaz propre. Et ce gaz propre, après, on pourra séquestrer le CO2, le remettre dans les mines, donc on aura éliminé le CO2, éventuellement transformer le gaz en hydrogène et brûler l'hydrogène. On a donc ici une technique qui est une technique extrêmement intéressante. Le problème, c'est que énormément de coûts de développement. À partir du moment où la tonne de CO2 s'effondre, et c'est le problème des principes directifs, on ne trouve plus les valeurs incitatives à développer pour plusieurs milliards d'euros les systèmes de gazéification du charbon. Donc à la fois quelque chose de positif, mais négatif si jamais le coût s'effondre. Oui, et pour poursuivre la réflexion sur le protocole de Kyoto, moi personnellement ce qui me gêne, c'est que cette idée que certains ont le droit de polluer s'ils achètent le droit d'autres, ça veut dire finalement vous ne trompez pas votre femme, donc vous avez le droit d'aller égorger votre voisin. Enfin, ça me gêne un peu, si vous voulez, cette idée que finalement on a le droit d'avoir des comportements choquants à partir du moment où on peut payer ou alors où on peut faire la preuve de son bon comportement. Et j'ai tendance à penser que plutôt que ce libéralisme appliqué dans un domaine aussi essentiel que finalement un problème crucial qui est le rejet dans l'atmosphère de substances polluantes, eh bien, ou prédatrices, eh bien, il vaudrait bien mieux un système de taxes ou de normes qui soient des normes universelles et qui inciteraient tout le monde, quels que soient les producteurs, à les respecter. Et cette idée, c'est une idée qui a été développée par les Américains, c'est-à-dire qu'en gros, on peut mettre du marché partout et que le marché va toujours réguler les choses. Cette idée me semble préjudiciable parce qu'on se rend compte que quand la puissance publique ne met pas en œuvre des demandes très fortes, des normes, des contraintes, eh bien les choses ne se font pas forcément. Je suis d'accord, le marché peut répondre avec beaucoup d'effets de retard. Et si on veut que ça aille vite, il faut une incitation des États, absolument d'accord. Nous sommes nombreux dans cette salle à pouvoir égorger notre voisin. Donc, docteur, président de la CNE. Égorger le voisin, c'est pas intéressant. D'autres égorgements pourraient être plus économiques. Je voudrais vous poser une question. Pardon. Directement une question. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples des pays où la courbe de Kuznets a été effectivement évidente?
en termes économiques. Et la deuxième question, vous avez fait un schéma qui nous parle bien, parce qu'il rappelle d'autres choses, mais en tous les cas, il y a dedans le cercle de l'économie. Or, on voit très bien à l'heure actuelle que le développement durable est tout à fait entamé par les variations des marchés économiques. Alors, est-ce que là-dessus, vous pensez qu'il peut y avoir des ajustements, des variables qui puissent, par exemple, préserver les recettes de coton de pays comme le Burkina Faso dans un contexte où l'euro auquel est rattaché le franc CFA est en train d'exploser? Le troisième point, c'est assez rigolo que vous nous parliez de ça aujourd'hui, parce qu'il y a un livre qui a été écrit par un de mes collègues qui s'appelle Parfum d'Adam et qui explique comment des écologistes purs et durs, ayant conclu sur votre première hypothèse, créent une souche de choléra qui devrait détruire complètement les pauvres, qui sont les plus toxiques pour l'environnement. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Alors sur les trois données que vous venez de citer, sur la courbe de Kuznets environnementale, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire hurler, mais la Chine peut être considérée par excellence comme le repoussoir en matière d'atteinte à l'environnement. On parle des nuages toxiques au-dessus de Pékin, des centrales à charbon, etc. Eh bien, dans le 17e congrès du Parti communiste chinois, qui aura lieu en novembre 2007, vous savez, les congrès du PC, c'est tous les 5 ans, a placé en tête de ses priorités, en plus de ce qu'on appelle l'harmonie sociale, c'est-à-dire essayer de rééquilibrer les déséquilibres croissants entre les villes et les campagnes, la recherche, la mise en œuvre de techniques plus respectueuses de l'environnement, parce que la Chine est consciente, la première d'entre elles, que finalement le pays qui va payer le plus le prix de son mode de production, c'est elle-même, avant que ce soit les voisins. Et donc la recherche aujourd'hui en Chine, comme d'ailleurs en Inde, comme d'ailleurs au Brésil, dans les pays émergents, vous avez aujourd'hui une recherche scientifique et technique qui est à la fois extrêmement volontariste, mais qui manque de moyens et qui se tourne vers nous en disant mais aidez-nous à franchir ces gaps technologiques, parce que pour l'instant, nous pensons que nous allons y arriver, mais pour l'instant, il nous manque des techniques. Il nous manque des techniques, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les accords TRIPS, c'est-à-dire les accords sur la propriété intellectuelle, rendent de plus en plus difficiles les transferts de technologies et de brevets vers ces pays. D'où des bras de fer, comme par exemple en matière nucléaire ou en matière de transport. Nous vous donnons le contrat si vous nous donnez la technique. Alors, sur la deuxième question qui était les variables économiques, et vous avez cité le problème des producteurs de coton. Ce qui est extrêmement marquant, c'est qu'on se rend compte que la mondialisation, quand elle signifie compétition économique mondiale sans barrière et finalement le plus offrant l'emporte, aboutit, comme vous l'avez d'ailleurs remarqué tout à l'heure, à la destruction des emplois et au moins-disant social comme au moins-disant environnemental. Et la réflexion aujourd'hui qui est menée pour essayer de pallier ce problème, c'est d'essayer de réfléchir à des développements dans le cadre d'unions régionales qui accepteraient d'être à leurs frontières protectionnistes pour permettre de mettre en œuvre une harmonisation des conditions économiques, sociales et environnementales dans des espaces géographiques qui présentent peu ou prou les mêmes caractéristiques. Et donc cette réflexion, elle aboutit à dire qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Amérique latine ou de l'Afrique, dont on ne parle pas suffisamment, effectivement, avec les producteurs de coton, parce que quel est le problème des producteurs de coton aujourd'hui? C'est que les producteurs de coton africains, ils seraient peut-être compétitifs, mais sur la scène internationale, ils se heurtent d'abord à la parité euro-dollar, puisqu'ils sont en franc CFA, et que le franc CFA est attaché à l'euro, et que l'euro vaut 1,30 $, donc... oui, bon. Et donc l'euro est fort, et donc le coton sent mal, et puis se heurte aussi au fait que comme aujourd'hui le partenariat économique, c'est un partenariat économique États-Unis-Chine sur le coton, la Chine, pour des raisons qui sont d'abord des raisons commerciales, va privilégier le coton américain, parce que son déficit commercial à l'égard des États-Unis est tel qu'il faut bien qu'elle trouve des moyens de montrer aux Américains qu'elle leur achète certains produits. Et ce qui est marquant, c'est que par exemple les machines d'analyse de la qualité du coton sont des machines qui sont fabriquées aux États-Unis qui aboutissent à avantager de fait le coton chinois en matière de fibres, de texture, etc. au coton africain. Donc vous voyez, le protectionnisme, il n'est pas forcément douanier, il peut être aussi, vous le connaissez bien, en matière sanitaire, en matière technique, en matière... voilà. Et votre troisième question, je l'ai oubliée, parce que quand il y a 3 questions, on oublie toujours la troisième, c'était quoi ? Le choléra, oui. La réflexion. Vous savez, sur ce problème de la pauvreté, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que un des grands axes de la coopération internationale,
qui a été rappelé dans les objectifs du millénaire en 2000, c'est lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, mais finalement, on se rend compte que la mise en œuvre, ça revient plutôt à dire lutter contre les pauvres. C'est-à-dire que les pauvres sont considérés aujourd'hui comme une menace. Alors une menace sanitaire, évidemment, qui impose des dispositifs d'endiguement, de containment de plus en plus forts, avec tout le problème de l'abandon de la recherche contre les maladies, un certain nombre de maladies tropicales qui n'intéressent pas grand monde parce que le pouvoir d'achat n'est pas présent auprès des malades. Et puis, cette idée que finalement aujourd'hui on désigne de plus en plus les pauvres comme les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Parce que finalement, quel est le premier effet de serre? C'est pas le gaz carbonique, c'est le méthane. Et le méthane, c'est quoi? C'est les troupeaux bovins des pays pauvres. Alors finalement, en vivant, les pauvres sont accusés de brûler des champs parce qu'ils pratiquent encore les sartages et d'avoir de très grands troupeaux de bovins. Et ce discours il est extrêmement dangereux tout simplement parce que 2/3 de la croissance économique mondiale des 30 prochaines années repose sur le développement des pauvres. Quand vous pensez par exemple à l'Afrique, c'est pas un hasard aujourd'hui si la Chine, l'Inde ou le Brésil investissent en Afrique et même délocalisent en Afrique. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est 900 millions de consommateurs potentiels, dont la moitié ont moins de 20 ans. Donc des gens qui non seulement vont avoir des besoins à satisfaire, mais en plus, contrairement à nous, ne vont pas vieillir tout de suite. Et donc aujourd'hui, s'il y a une coopération sud-sud qui se renforce de plus en plus, c'est parce que ce discours misérabiliste et ce discours finalement de menace sur l'Afrique, eh bien c'est un discours qui est très historiquement daté. C'est le discours qui date de la post-guerre froide, quand les conflits, les guerres civiles ont explosé en Afrique, parce qu'on était dans ce que j'appelle moi dans mon bouquin sur l'Afrique la décennie du chaos, puisque l'État s'était effondré. Et qu'en réalité, aujourd'hui, le premier investisseur en Afrique, demain, d'ici 2015, ce sera la Chine, parce que la Chine a compris qu'à la fois en termes de potentialité de matières premières, en termes de réserves pétrolières, en termes de ressources hydrauliques, en termes de biomasse, et en termes aussi de demande des consommateurs, eh bien, la demande africaine va être considérable, d'autant que contrairement à ce qui se passe au Brésil, en Inde ou en Chine, il n'y a plus d'industrie en Afrique. L'Afrique a été totalement désindustrialisée. Donc elle sera obligée de compter sur l'extérieur. Elle sera obligée de compter sur qui? Sur les États-Unis, sur l'Europe, ou justement sur ces pays émergents qui savent lui tenir un autre discours. Merci. Jean-Paul? Principe de précaution, on nous demande d'utiliser l'usage unique. On nous demande d'utiliser tout le matériel stérile. Conclusion, on est contre le développement durable. Vous savez, le principe de précaution, ça a été quelque chose qui est né justement dans le cadre du développement durable. C'est-à-dire ne rien faire qui puisse un jour nuire. Et donc ce principe de précaution, c'est un enfant du développement durable. Il est intégré. Vous avez 3 enfants du développement durable. D'abord, la protection à l'environnement conçue comme sacralisée, la pseudo-démocratie participative qui consiste finalement à nier le rôle de l'expert et du processus décisionnel, et troisièmement, le principe de précaution mis en avant comme si il était dangereux d'agir finalement. Et ce dont on se rend compte quand on regarde les applications du principe de précaution, c'est que souvent, eh bien, c'est une incitation à l'inaction. C'est une incitation à l'inaction parce qu'on a tellement peur de nuire qu'on ne fait pas. Une autre question avant l'apéritif, le concert et le dîner? Oui, Yann, non? Non. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 19h. J'adresse ma profonde gratitude au professeur Sylvie Brunel et j'associe bien entendu de nouveau Francis Bailly pour ces 2 remarquables présentations. Nous nous donnons rendez-vous au bar habituel. Merci.